Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'accueillir Oleg Medianikov que vous connaissez tous dans le cadre de ces conférences du vendredi. Et Oleg qui, vous le savez, a une longue expérience de l'Afrique puisqu'il a passé plusieurs années à Dakar, eh bien, va vous présenter ses travaux sur les microbiomes des arthropodes vecteurs. Merci. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est le 8 mars aujourd'hui, et donc la raison numéro 1 pourquoi j'ai mis une petite fleur après la date, c'est la journée internationale des femmes. Donc, toutes les filles, femmes, et je vous félicite avec le droit de droit des femmes. Mais il y a une autre raison, et je vais vous montrer en deuxième partie de ma présentation pourquoi les fleurs jouent un rôle. Bon, c'est quand même une découverte qui a été faite dans notre laboratoire. Un rôle certain, assez important dans les microbiotes des vecteurs. Voilà, en quelques... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un chercheur à l'unité MEFI. Voilà, c'est bon. Au début, j'aimerais bien de vous raconter à peu près un peu sur les bases de coexistence des organismes et de microbiote et de microbiomes. Donc, quand on parle de microbiote, on parle de l'ensemble de tous les micro-organismes, inclus les bactéries, les protozoaires et les virus, qui vivent dans l'environnement spécifique. Et dans cet environnement, ça s'appelle microbiome. Donc, quand on parle de microbiote, ce sont les micro-organismes, microbiome, c'est l'environnement, en façon générale. Donc, si on parle d'un nom spécifique animal, on parle de zoobiote, de phytobiote, aérobiote ou sur matière, par exemple, microbiote du sol. Bon, quand on parle des arthropodes, a priori, on peut faire un petit néologisme arthropobiote, donc ça n'existe pas, mais en façon générale, on peut parler de ça. En regardant cette petite illustration, on peut comprendre que, en façon générale, un microbiote est rarement spécifique. Donc, dans le monde où l'écologie nous décrit plusieurs organismes coexistant en même temps au même endroit, on peut facilement déduire que le microbiote de plusieurs organismes qui vivent dans un ensemble peut être commun, partagé ou au moins peut se trouver une certaine dynamique de partage. Mais pas que ça, parce que, par exemple, même ici, on peut parler du microbiote général entre les plantes et le sol, mais on peut parler de microbiote spécifique, si, par exemple, on parle de rhizobiome, bactéries spécifiquement, qui vivent spécifiquement avec les plantes et nulle part ailleurs. Donc, vous connaissez toutes, bien sûr, cette magnifique figure qui décrit un peu le pourcentage de bactéries découvertes en étudiant de microbiote humain, donc les bactéries découvertes par culturomix et pyroséquençage. Mais quand on parle de microbiote humain, on parle assez souvent de microbiote associés à l'endroit spécifique. Donc, microbiote de la peau, conjonctive, intestin, urètre, vessie, vagin, placenta, utérus ou cavité buccale, poumon ou voie biliaire, en façon général, à peu près tout ce qui n'est pas stérile normalement. Mais quand on parle de microbiote des arthropodes, on parle de même microbiote, mais c'est totalement différent par rapport à ce qu'on est ici, au moins dans l'unité MEFI, habitué d'appeler microbiote. Donc, quelle est la différence? Bon, tout d'abord, c'est un caractère obligatoire du microbiote ou de certains de ses composants. Bon, là, c'est un peu poétique. Sansonetti a écrit que sans microbiote, je cite, de nombreuses espèces végétales et animales, à commencer par l'homme, ne seraient sans doute pas apparues, ou apparaît disparu des filets entiers s'étendant dans les périodes critiques des conditions écologiques et climatiques. Sauf que il ne faut pas oublier que l'homme a créé artificiellement les animaux exéniques. Les animaux, surtout les animaux de laboratoire, dont j'ai un fruit, qui sont capables de vivre. Probablement, ce n'est pas la même qualité de vie, mais ils sont capables facilement à vivre sans aucun micro-organisme reconnu et trouvé, ou avec très peu de micro-organismes. Donc, si on parle de ça. Pourtant,
c'est évaluer, je vais parler un peu plus tard, évaluer le nombre, la quantité des arthropodes qui ont des endosymbiontes obligatoires et évaluer voire jusqu'à 70%. Je parlerai un peu plus tard sur ça. Cela veut dire que les arthropodes, comparant aux vertébrés, ils sont réellement attachés à leur microbiote. Et dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas vivre sans microbiote. Après, la différence, c'est dans la composition des bactéries. Ouais. Nous connaissons, la plupart de vous connaissent bien sûr que si on parle de microbiote, par exemple, digestif d'humain, c'est quand même Firmicutes plus Bacteroidetes. Donc, dans la plupart des cas, la plupart des bactéries, c'est ça. Et pourtant, c'est alpha et gamma protéobactéries chez la plupart des insectes. Je vous parlerai plus tard. Donc, la composition est assez différente, même s'il y a une variabilité et diversité entre les espèces d'arthropodes. En façon générale, c'est ça. Et deuxièmement, la diversité de microbiote des vertébrés est, on peut dire, relativement pauvre. Donc, si on prend les primates ou les rongeurs, il y a bien sûr les différences, mais il est incomparable par rapport à la différence entre, disons, le papillon et le pou. Voilà les différences générales. Ici, je voudrais vous montrer un peu le schéma classique. L'homme, disons, nous sommes l'homme, nous sommes anthropocentriques et nous sommes l'approche un peu mathématique et systématique, donc on a dû systématiser, pour moi, appeler quelque chose par quelque chose, les types de coexistence. En gros, dans ce cas-là, si on parle de macro-organismes et micro-organismes, on peut varier soit les effets négatifs, soit les effets positifs pour les deux, soit les effets neutres. Donc, coexistence pure sans le positif et le positif sans neutralisme, compétition quand les deux organismes sont en compétition pour les ressources, donc ce n'est pas bénéfique ni pour un ni pour l'autre, et symbiose, ce qu'on dit, du point de vue de le concept moderne de l'évolution, on dit que c'est l'étape plus avancée quand les deux organismes, micro-organismes et macro-organismes, ont des bénéfices de coexistence. On peut dire tout d'abord que il ne faut pas oublier qu'il existe ce qu'on appelle l'état avancé de symbiose qui s'appelle mutualisme. C'est l'état quand les organismes ne peuvent pas exister un sans l'autre. Du point de vue de l'évolution, j'ai mis bien sûr plusieurs questions parce que ce n'est pas sûr à 100% que symbiose et mutualisme c'est une étape ultime de l'évolution. Pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'aimerais bien de rappeler que symbiose et mutualisme est à l'origine quand même de la vie moderne et de la cellule, bien sûr, eucaryotique, en sachant que tout ce qu'on appelle la cellule eucaryotique a été composé par plusieurs événements de mutualisme extrême. Cela veut dire que l'intégration. Par exemple, on dit que, en ce moment-là, que la cytoplasme de cellules eucaryotiques a l'origine bactérienne. Le noyau, c'est l'origine d'archée. Les mitochondries, donc qui ont été internalisées, c'est probablement alpha-protéobactéries, et plus précisément les bactéries existantes en ce moment-là, les plus proches sont les rickettsia. Et les plastides, les chloroplastes, sont sans doute anciens cyanobactéries. Donc plusieurs événements, on ne sait pas combien exactement, mais minimum ces événements ont été déjà bien approuvés, et ça est arrivé plusieurs millions, minimum 2,7 millions d'années avant. Donc c'est assez long, c'est assez longtemps, c'est assez ancien. Donc en ce moment-là, on peut dire que quand même, le symbiose de coexistence bénéfique est naturellement transformé dans le mutualisme qui est fini par la fusion et la création de nouveaux organismes. Ce qui est quand même dans le concept largement accepté dans notre unité, concept de rhizome ou de la vie, de théorie post-darwiniste. Et bien sûr, nous, encore une fois, en approche anthropocentrique, en regardant long, on voit facilement que
que parmi les gènes fonctionnels, cela veut dire qu'on ne touche pas 2 à 3% de génome, hein, très peu. Déjà, quasiment moitié, 37%, sont d'origine bactérienne. Voilà. Donc, on peut dire que génétiquement, bien sûr, les échanges ont été arrivés plusieurs fois. C'est que les événements vraiment évidents, comme l'intégration des mitochondries, peuvent être réellement tracés. Et les autres événements vont rester, entre guillemets, dans l'histoire. Alors, en approchant au microbiote des arthropodes. Bon, on dit, il y a plusieurs évolutions, bien sûr, parce que le monde des arthropodes, c'est carrément inconnu. Très peu connu. En ce moment-là, nous avons environ 1 million d'espèces connues et plus ou moins décrites. Les évolutions varient entre 5 à 10 millions en façon totale. Alors, on connaît en ce moment-là à peu près, probablement, disons, 10 à 20% des arthropodes qui existent. Alors, les estimations donnent entre 15% de tous les insectes portent les bactéries endosymbiotiques, et l'autre estimation arrive jusqu'à 70%, donc ce qui concerne réellement bactéries du genre Wolbachia. Je parlerai un peu plus tard. Juste une petite blague que si la description actuelle, donc on a à peu près 2000 nouvelles espèces des arthropodes décrites par an, si avec la même vitesse on va continuer, on va probablement décrire tout ce qui existe dans la Terre dans 4500 ans. Alors, qui sont-elles ces bactéries qui vivent chez les arthropodes? Comme j'ai déjà dit, dans la plupart des cas, c'est le complexe combinaison des alpha et des gamma-protéobactéries. Donc très peu de bêta-protéobactéries et les bactéries de test un peu. Le reste, c'est quasiment négligeable, comparant pour la quantité de rites et quantité de variabilité de bactéries. On verra sur un exemple de méta-analyse un peu plus tard. Donc dans ce cas-là, je donne quelques exemples, mais les exemples, c'est quelque chose qui a été décrit en ce moment-là. Imaginez que la quantité, le volume total des arthropodes connus et étudiés, c'est minime. C'est vraiment, on peut compter par dizaines d'espèces les arthropodes qui ont été étudiés du point de vue de l'existence des bactéries endosymbiotiques ou de microbiotes en façon générale. Cela veut dire que les exemples que je donne, comme Wigisportia, Glossinidia, Sodalis, Hamiltonella ou Buchnera, c'est quelque chose qui joue un rôle dans la vie humaine. Nous sommes les hommes anthropocentriques, donc ce qu'on étudie, on étudie des vecteurs de maladies, on étudie de la peste de nos champs. Donc c'est pour ça, Buchnera, des pucerons et Wigisportia, des mouches tsetse. Alors pourquoi elle est comme ça? Et quels sont les types de relations des arthropodes avec les autres? Pourquoi les bactéries sont tellement associées aux arthropodes? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce que le hôte, l'arthropode, reçoit? Même ici, bien sûr, en simplifiant, on peut montrer 3 axes généraux d'interaction entre les bactéries et les arthropodes hôtes. Donc, chez les arthropodes qui sont très spécialisés. Très spécialisés, cela veut dire que la source de l'énergie et de matériaux composants, c'est très pauvre dans quelque chose. Comme, par exemple, la sève chez la plupart des pestes pucerons, par exemple, dont il manque des acides aminés, bien sûr, parce que c'est quasiment le sucre quasiment pur. Le sang, il manque de vitamine B. Le phloème, c'est le recyclage d'azote. Je parlerai probablement pas avant. Après, donc, cela veut dire que les bactéries qui résident obligatoirement chez les arthropodes, ils synthétisent pour l'arthropode des acides aminés, comme par exemple le tryptophane, avec le cycle de synthèse irrégulier. Cela veut dire que la synthèse est continue sans arrêt chez les bactéries, mais pour les besoins de l'autre. Des vitamines B, ce qui est l'exemple quasiment pour tous les arthropodes hématophages qui ont des bactéries endosymbiotiques. Et le recyclage d'azote, c'est
sont les bactéries, assez souvent des bactéries qui résident dans le corps adipeux des blattes ou des termites. Donc cela veut dire que c'est assez apport en azote et le produit naturel c'est l'acide urique du cycle d'azote chez les arthropodes, dont elle est transformée par les bactéries dans l'urée et puis dans le glutamate qui est réutilisé par l'arthropode. Deuxième, c'est augmenter les capacités de survie. Comment ça se passe? Bon, je donne juste quelques exemples. C'est la bactérie, par exemple, Hamiltonella defensa, qui est capable, par une plasmide, de produire une toxine qui est toxique, qui a l'activité très élevée contre les guêpes parasitoïdes qui, normalement, cherchent leur proie et posent les œufs à l'intérieur du corps, et donc ils l'utilisent comme la source comme le proie. Donc, ces toxines produites par les bactéries endosymbiotiques protègent le hôte contre les chasseurs, les guêpes chasseuses. Ou les expressions des gènes d'immunité qui arrivent avec plusieurs bactéries endosymbiotiques et qui peuvent protéger les arthropodes contre les infections par les bactéries et par les protozoaires. Troisième axe très important, je vais parler sur la diapo d'après, ouais, c'est la manipulation de la reproduction. Alors, juste une petite illustration, où sont-elles les bactéries? En gros, on peut dire qu'ils sont partout, ils peuvent être partout. Chez certains arthropodes, il y a un organe spécifique, assez souvent, c'est une petite bourse de l'estomac, où il y a des cellules spécifiques à l'intérieur desquelles on trouve les bactéries endosymbiotiques. Cet organe-là s'appelle bactérium ou, je ne sais pas pourquoi, chez les poux on l'appelle mycétome, comme la maladie, entre guillemets. Assez souvent, comme je vous ai déjà dit, pour les bactéries qui recyclent l'azote chez les arthropodes qui se nourrissent par phloème, c'est le corps adipeux, donc tout blanc, ça c'est la blatte, et donc tous ces blancs qui couvrent l'organe, c'est le corps adipeux qui contient les bactéries. Soit c'est organes hémopoïétiques, ou on peut dire même les cellules du sang des arthropodes, donc cela veut dire que les bactéries sont partout dans le corps. Après, certains peuvent avoir d'autres locations dans le corps. En gros, rien n'est protégé contre l'existence des bactéries endosymbiotiques chez les arthropodes. Donc ici, je vais parler probablement un peu plus sur ce schéma pour vous répéter quels sont les effets des bactéries, ce qu'on appelle bactéries endosymbiotiques, dans la vie des arthropodes. Donc, tout ce qui concerne le mutualisme obligatoire, c'est ça que je vous ai dit, je viens de vous dire, c'est quand la bactérie joue un rôle indispensable dans la vie d'un arthropode en synthétisant quelque chose que l'arthropode même ne peut pas. Cela veut dire que si on tue la bactérie, l'arthropode meurt. Et si on isole la bactérie à partir de l'arthropode, la bactérie meurt aussi. Donc, elle est capable de vivre sans arthropode. Et bien sûr, avec l'arthropode, la bactérie vit en symbiose mutualiste parfaite. Tout ce qui concerne un mutualisme assez souvent facultatif, donc certaines populations peuvent avoir cette bactérie, certaines non. Au début, on a donné même pour plusieurs types d'arthropodes le même nom de symbiote P primaire ou S secondaire. Donc, primaire, c'est obligatoire, secondaire, c'est facultatif. Assez souvent, les arthropodes, ils ont deux types d'arthropodes, de bactéries endosymbiotiques, primaire et secondaire. Alors, c'est ce qui concerne la résistance au stress ou la résistance aux biotiques ou abiotiques. Et ici, dans ce petit chemin, il y a la présentation de 4 types de manipulation de reproduction.
C'est très intéressant, c'est absolument atypique. Il n'y a rien à voir dans le monde autre que les arthropodes. Mais des types de manipulation, c'est la transformation des mâles arthropodes génétiques dans la femelle morphologique, mais la femelle qui, génétiquement, en étant mâle, est capable quand même de se reproduire. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, les bactéries endosymbiótiques, ils sont transférés de génération en génération, donc il y a la transmission transovarienne, et donc c'est que les femelles qui sont utiles, entre guillemets, pour la bactérie, donc pas besoin de mâles. Deuxième effet de même style, ça, c'est l'incompatibilité cytoplasmatique. C'est très avantageux pour les bactéries parce que si un mâle infecté s'accouple avec une femelle non infectée, toute la descendance est morte. Donc ça s'appelle l'incompatibilité cytoplasmique. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas des bébés chez les femelles qui n'est pas a priori infectés par les bactéries endosymbiotiques. C'est très avantageux pour la bactérie et ça peut être utilisé entre autres pour nos besoins, je parlerai un peu plus tard. L'autre, c'est male killing ou androcide, si vous voulez. C'est la capacité de bactéries de tuer les embryons mâles dans la population générale, et comme ça en augmentant la quantité de femelles. Donc, il y a certains arthropodes où le ratio c'est un mâle pour 1000 ou pour 10 000 femelles. On peut arriver jusque-là. Certains arthropodes parthénogénétiques ont une parthénogenèse télétoque qui veut dire que chez ces arthropodes, ils sont haplodiploïdes. Cela veut dire que les mâles sont haploïdes et les femelles sont diploïdes. Donc les bactéries sont capables d'initier le dédoublement de génome haploïde en le transformant en diploïde. Cela veut dire qu'en transformant au niveau génétique les mâles en femelles. Et comme ça se passe la parthénogenèse qui est assez typique chez les hyménoptères, chez plusieurs hyménoptères. Donc ça, ce sont les stratégies de survie, stratégies de propagation des bactéries endosymbiotiques. Oleg, ce que tu montres là, je vois qu'il y a Patrick Mavengui dans le truc. Oui. J'imagine que tu parles des Wolbachia par exemple. Ou les rickettsia, c'est pas que Wolbachia. Il y a des rickettsia qui font par exemple la même chose comme par exemple male killing, sont les rickettsia classiques. Mais tu le vois du côté bactérie, mais du côté de l'hôte. Comment tu as fait cette sélection? Quel est l'intérêt de le faire du côté de l'hôte, de les conserver? De le conserver? Bon, ce qui concerne les Wolbachia, bon, je parlerai un peu plus tard, un des intérêts probablement c'est la résistance. Donc c'est clair en ce moment-là que la présence, chez certaines populations, ce qui est connu, ce qui concerne l'homme, comme les moustiques par exemple, la présence des Wolbachia par exemple, qui jouent un rôle comme ça, protège les moustiques par exemple, les Aedes et les Culex, contre l'infection à virus et protozoaires. Donc ça, un des avantages, mais c'est très peu de ce qu'on connaît. Vraisemblablement, il y a quelque chose, il y a d'autres avantages dans la symbiose entre les arthropodes et les Wolbachia. Vraisemblablement, mais encore une fois, c'est très peu connu à ce moment-là. Et je parlerai pour les exemples classiques un peu plus tard. Voilà. Alors, et pour les bactéries, quelles sont les conséquences de symbiose? Encore une fois, on connaît très peu, mais de ce qu'on connaît, c'est la réduction, c'est entre guillemets, c'est l'isolement. On sait bien que si la bactérie est intracellulaire, la possibilité d'échange génétique est quasiment minime. Donc il n'y a pas de contact bactérie-environnement, ou très peu. Il n'y a pas de contact bactérie-autres bactéries, bactéries-virus. Donc l'échange est très limité. Et donc à la fin, réduction dramatique de taille de génome. Et je vous donne quelques exemples. C'est trois pour l'instant, c'est 3 vainqueurs. Donc le génome le minime, le plus petit, c'est 112 000 paires de bases. Vous imaginez qu'est-ce que c'est 112 000? C'est rien. C'est rien du tout. Quand même, c'est une bactérie.
qui bien sûr n'est pas capable de vivre à l'extérieur de l'hôte. Et de point de vue, entre guillemets, de biologie générale, on a quand même mal de l'appeler la bactérie. Parce qu'il n'y a quasiment rien du tout. Moitié de ces gènes-là, c'est le gène de synthèse des acides aminés pour le hôte. Donc, est-ce que c'est encore une bactérie ou c'est déjà un organe? Difficile à dire. Dans tous les cas, quasiment la plupart des bactéries endosymbiotiques, au moins toutes les bactéries endosymbiotiques primaires, ils ne sont pas capables de mener la vie indépendante. Voilà, alors, mais revenons à nos moutons, au microbiote en façon générale. Mais, comme j'ai dit, il y a très peu d'études en ce moment-là. Il n'y a qu'un seul méta-analyse qui est récemment sorti, qui met tous les microbiotes des arthropodes ensemble et essaie de faire une certaine analyse. Bon, c'est très peu, on connaît très peu, mais comme l'analyse en général, on peut dire que, comme j'ai dit, la plupart des arthropodes, ils ont alpha et protéobactéries dominantes. Il y a pas mal de bactéries d'environnement, ce qu'on appelle les bactéries d'environnement, au moins. Et la plupart de ces bactéries sont soit obligatoires, soit obligatoirement, soit de façon facultative, capables en aérobiose. Ici, j'imagine bien que vous avez difficulté à lire ça. C'est la liste de 40 genres les plus représentés, mais vous voyez que je pourrais vraiment même lire quelques-uns. C'est des sulfovibrio, microcoque, bdellovibrio, rhizobium, methylococcum, bradyrhizobium, planctobacterium. Parmi nos bactéries à nous, ce qui est intéressant, il y a assez souvent des Bartonella, Burkholderia et des Rickettsia, rhodocoque. Et un grand groupe de entérobactéries, plus précisément toutes les espèces génotypes possibles de Escherichia, Pantoea, Serratia, Serratia. Entre autres, les Legionella, Francisella, ils sont aussi assez répandus chez les arthropodes. Bon. Après, maintenant, on s'approche au microbiote des vecteurs de maladies infectieuses, qui est plus intéressant pour nous personnellement, en gardant toujours l'approche anthropocentrique. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bactéries et les vecteurs qui nous empêchent à vivre, à mener la vie heureuse? Donc, les bactéries endosymbiotiques peuvent être les cibles thérapeutiques. Pour les arthropodes, en ce moment-là, il y a très peu d'approches. Bon, probablement des approches plus intéressantes sur l'époux et Rhizia, mais même si ça ne concerne pas les arthropodes, chez les filaires, vous connaissez très bien, l'endosymbiose des Wolbachia chez les filaires ont permis d'utiliser les antibiotiques, plus précisément tétracycline, doxycycline, pour le moyen de traitement, pour l'outil de traitement des maladies graves. Deuxième approche, la protection de l'infection, ce qui limite la capacité vectorielle. Ce que par exemple a été montré pour, encore une fois, Wolbachia, les virus et le plasmodium, Vigulsfortia versus Trypanosome. La mouche de par exemple, n'est pas capable de porter Trypanosome occlusi à cause de Vigulsfortia. Bactéries endosymbiotiques primaires chez les glossines. Ou l'autre, c'est la dynamique invasive des bactéries, surtout grâce aux capacités dont je parlais avant de la reproduction et d'incompatibilité cytoplasmatique, c'est la possibilité d'utiliser la paratransgénèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'est très logique et simple. On fait un plasmide avec une substance toxique, on intègre une bactérie et on colonise par cette bactérie. Dans cela, c'est marqué l'estomac, mais on colonise l'environnement interne d'un arthropode vecteur. Et donc, comme la solution, comme l'effet général, les molécules qui ont l'action spécifique contre l'agent de la maladie infectieuse sont libérées à l'intérieur du corps de moustique, et donc il n'y a pas de transmission. Alors, quelques exemples classiques de
des arthropodes qui ont été déjà plus ou moins bien étudiés. Donc les glossines sont en Afrique, bon, c'est typiquement africain, c'est très spécifique comme un diptère, c'est une mouche assez spécifique dont les mâles et les femelles se nourrissent du sang. Ils sont pupivores, quasiment vivipares. Ils produisent même certains types du lait. Ils ont des milk glands spécifiques. Eux, ils ont normalement 3 types de bactéries endosymbiotiques. Donc, primaire, Weevil swartia, la bactérie qui vit dans le bactérium, ici, et qui est absolument indispensable pour la vie de l'arthropode, de la mouche tsetse, qui synthétise les vitamines B, sans laquelle la mouche tsetse ne peut pas vivre, et la bactérie qui est incultivable, bien évidemment, à cause de génome réduit, de capacité qu'il a perdu à l'époque. Donc, deuxième, c'est Sodalis glossinidius. Ça, c'est les bactéries l'endosymbiotique secondaire, donc qui n'est pas indispensable et qui n'existe pas dans toutes les populations de glossines. On peut le trouver extracellulaire et intracellulaire, et cette bactérie, entre autres, peut être cultivée. Donc, c'est gamma-protéo enterobactérie, spécifiquement liée aux glossines. Voilà. Et a priori, c'est un candidat numéro 1 pour un paratransgénèse, donc un candidat qui a priori peut porter plasmide avec une substance trypanocide, en gros. Et Wolbachia, il existe aussi Wolbachia, mais pas chez toutes les populations, mais plusieurs. Et Wolbachia se trouve à peu près localisé dans les organes, dans les ovaires, pour être transmise comme les autres Wolbachia en façon transovarienne. En ce qui concerne les moustiques, les plus intéressants, les données qui ont été reçues relativement récents, en 2009, c'est le cas d'Aedes aegypti et les Wolbachia. Donc, par plusieurs études, expérimentations, l'étude sur le terrain, ça a été trouvé que Aedes aegypti, infecté par Wolbachia, n'est pas capable d'avoir l'infection par les virus disséminés et n'est pas capable de le transmettre. Dans la plupart des cas. Cela veut dire que ça concerne, dans ce cas-là, c'est un schéma concernant Zika, mais c'est la même chose, ça concerne chikungunya, dengue, et même, je parlerai un peu plus tard, Plasmodium, c'est le Plasmodium, il est où? Voilà, Gallinaceum, qui n'est pas normalement transmise par les Aedes, mais qui est quand même capable de l'infecter. Non, c'est un peu douteux. Sauf que les mêmes auteurs, cette année, ont eu un autre article comme quoi une autre espèce d'Aedes, Fluviatilis, qui est capable de transmettre la dengue au Brésil, il est quand même pas affecté par le même schéma. Donc la présence ou l'absence de Wolbachia chez l'Aedes fluviatilis n'affecte pas les capacités de transmettre et de multiplier les virus. Donc tout n'est pas si clair qu'on a pensé en ce moment-là. Donc, suite à ces articles, bien sûr, on a toujours les idées un peu généralistes. Comment on peut utiliser cette capacité de Wolbachia de lutter contre l'infection virale de l'arthropode. Ça, c'est le schéma, entre guillemets, artificiel, comme quoi, dû à l'incompatibilité cétoplasmatique, la population artificiellement libérée des moustiques infectés par Wolbachia, au bout de fil de temps, remplace la population non infectée par le Wolbachia, et que, bien sûr, si tous les moustiques sont infectés par Wolbachia, ils ne sont pas capables, et donc le cycle épidémiologique est coupé, et il n'y a plus d'infection. Tout est très, très joli, tout est depuis très récent, mais ce qui est assez intéressant, il y a quand même, c'est un problème difficile à comprendre, mais il y a deux évidences en ce moment-là, très récents, un en Australie et l'autre en Singapour. Donc en Australie, depuis 2016, dans une toute petite ville au nord de l'Australie, de Townsville, où il y a régulièrement
certain nombre de cas avec les transmissions autochtones de dengue et certain nombre de cas importés. Depuis 2016, les moustiques infectés artificiellement par Wolbachia ont été libérés. Et donc, depuis 2016, il n'y a quasiment aucun cas autochtone de dengue dans cette ville-là. Et deuxièmement, quasi-totalité des moustiques capturés après, bien sûr, à plusieurs séances de libération des moustiques, plusieurs moustiques sont infectés par Wolbachia. Donc, le schéma que je vous ai montré, elle n'est pas si fantastique et probablement il peut marcher au moins dans certaines conditions. Le même système a été récemment employé à Singapour et voilà, 30 janvier 2019, une nouvelle série de moustiques infectés par Wolbachia vont être libérés au Singapour. On verra comment ça va finir. Mais au moins ça, cet article-là qui était publié sur le site de Gates, ça montre que vraisemblablement la capacité de lutte biologique est un potentiel réel. Alors, et qu'est-ce qu'il y a par rapport au plasmodium? Parce qu'on constate bien que dengue, ce n'est pas quand même le numéro 1, ce n'est pas le tueur numéro 1. Hein. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le plasmodium et les anophèles. Jusqu'à maintenant, oui, il y avait plusieurs modèles. Un modèle de l'infection d'Aedes par plasmodium, un modèle, comme j'ai dit, Gallinaceum Aedes aegypti, un modèle de l'infection des anophèles classiques, Gambier, Funestus, tout ça, par les souches différentes des Wolbachia, qui marchent plus ou moins. Et tout ça était vrai avant 2014. Pourquoi? Mais en 2014, il y a un article bombe qui est sorti qui reporte l'évidence de l'infection naturelle de Wolbachia chez les anophèles. Ça a été reporté au début à Burkina Faso et puis par plusieurs équipes au Mali et aux autres pays d'Afrique. Wolbachia des anophèles forment un clade assez spécifique et distinct et elle est transmise de façon plus ou moins efficace en façon transvarienne à partir des femelles infectées. Nous aussi, malheureusement, on était un peu en retard. Nous aussi, on a fait quand même certaines attributions, certaines partie de ces recherches, nous avons reporté. On a trouvé quasiment en même temps tout, mais on a pu reporter, disons, on était un peu en retard, on a pu reporter un cas de Funestus qui est aussi pas mal. Et dans le Funestus, vraisemblablement, il y a, mis à part de ce qui a été reporté chez les Anopheles gambier au Burkina Faso et au Mali, elle est même à Wolbachia chez Funestus, mais vraisemblablement une autre Wolbachia qui est de l'autre clade. Vraisemblablement. Après, il y a déjà des articles qui sont sortis concernant l'effet de l'infection Wolbachia dans les anophèles sauvages et dans l'expérimentation. Donc, ce qui est montré que, comme dans le cas des virus, l'infection par Wolbachia peut prévenir l'infection des anophèles par le plasmodium. Ça, on peut dire que c'est une découverte assez importante parce qu'en ce moment-là, les molécules, les bactéries qui sont capables d'infecter et de lutter contre les protozoaires sont assez limitées. Bon, quelques difficultés et quelques bémols, c'est que il n'existe pas pour l'instant la souche de cette Wolbachia. Dans les conditions naturelles, les taux sont très bas, les taux d'infection, contrairement aux Wolbachia, qui peuvent arriver jusqu'à 100%. Donc ici, on varie entre 3, 4 à 5% de l'infection naturelle. Et même dans l'élevage, dans les conditions d'élevage des moustiques, où il y a quasiment toujours existe le Wolbachia, comme par exemple chez nous au Sénégal,
mais ça dépasse jamais 10%. Deuxièmement, le CT, cela veut dire que la quantité de bactéries à l'intérieur de chaque moustique, c'est aussi pas énorme. Donc, si on prend en compte le CT et la visualisation, c'est jamais très nombreux. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a quasiment pas de modèle expérimental. Voilà. Quoi d'autre avec les anophèles et le plasmodium, mis à part de Wolbachia? C'est notre travaux sur les moustiques. On a fait très simple. Dans nos points de recherche d'Ielmo Indiop au Sénégal, on a capturé 2 espèces de moustiques vecteurs principaux de paludisme, Anopheles funestus et Gambier. On les a testés séparément par PCR pour la présence ou l'absence de plasmodium. Cela veut dire que les moustiques infectés ou non infectés. Et on a étudié la composition de la flore bactérienne par métagénomique CSS. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Apparemment, ce qui est très très intéressant, l'infection de plasmodium a un effet à peu près identique chez 2 espèces différentes. Donc cela veut dire que les espèces non infectées, ils se rassemblent plus, la composition de la flore de 2 espèces non infectées, de 2 espèces différentes non infectées, se rassemble plus que la composition de la flore bactérienne de même espèce, mais infectée et non infectée par plasmodium. Donc cela veut dire que vraisemblablement, c'est la conséquence quand même de la maladie d'auquel l'anophèle souffert en mangeant, en consommant les spores, les sporozoïtes de plasmodium. Parmi les choses assez intéressantes, mais pas encore étudiées, on a trouvé que suite à l'infection naturelle de plasmodium, les moustiques, pour les raisons incompréhensibles, perdent les burkholderia. On ne sait pas pourquoi. Et une autre bactérie qui est de façon stable présente chez les moustiques non infectés, c'est la bactérie du genre Azaia. Alors, qu'est-ce que c'est cette Azaia-là? C'est le genre de, encore une fois, alpha-protéobactéries, de l'ordre Rhodospirillales et de la famille Acetobacteracées. Officiellement, il y a 8 espèces reconnues, toutes sont isolées à partir des fleurs. Voilà, on est arrivé aux fleurs. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Sauf que, quasiment par hasard, quand j'ai essayé d'isoler les rickettsi ou les bactéries endossymbiotiques à partir des moustiques du Sénégal, j'ai isolé la bactérie à 2000, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était à 2008, dans la culture cellulaire, bactérie qui était intracellulaire, mais après j'ai pu la cultiver en façon sur les boîtes de pétri, sur la cosse. Bactérie du genre Azaia, GD, c'est Anopheles gambier des Dielmo, souche 01 du Sénégal, qui est quasiment identique à Azaia bogorensis, isolé à partir d'une fleur en Asie. À l'époque, je n'ai pas vraiment fait gaffe, je n'ai pas payé trop d'attention à cette bactérie, mais en 2007, quand même, en même année, il y a un article phare qui montre que les bactéries du genre Azaia, quand même, associées en façon stable avec les anophèles. Dans ce cas-là, c'est l'Anopheles stephensi asiatique. Donc, la bactérie domine. Donc, il y en a beaucoup de bactéries, beaucoup de bactéries dans les moustiques. Elle est capable de coloniser quasiment tous les organes, inclus les glandes salivaires. Elle est présente dans l'intestin gland salivaire et c'est un bon candidat de colonisation. Et voilà, en 2018, on est toujours, malheureusement on est un peu en retard parce que c'est l'idée que je voulais employer depuis certain temps. La bactérie, et même bactérie toute seule, elle est protectrice contre l'infection à plasmodium, ce qui a été montré sur le modèle expérimental. Bon, déjà dans la nature, modèle expérimental ici, et voilà, 2018, par transgénèse. Donc, scorpine, c'est une petite protéine à partir du venin de scorpion, qui a une forte capacité plasmodicide, a été intégrée
dans le génome de Azaïa, et elle a été, en façon bien sûr expérimentale, moi elle a montré que voilà, le contrôle et plusieurs clones différents protègent parfaitement contre l'infection par Plasmodium. Donc je crois que ça c'est le futur de la lutte contre le paludisme. Voilà. Alors, il nous reste à résoudre la question. Pourquoi qu'est-ce que c'est les fleurs et les moustiques? D'où ça vient? Personne ne sait. C'est ça l'étude qu'on a fait quand même nous-mêmes. Je crois que nous sommes les premiers qui l'ont fait. En analysant un peu l'arbre phylogénétique avec toutes les séquences qu'on peut trouver à l'Internet, en GenBank, on trouve que quand même nos Azaïas couplent avec plusieurs séquences obtenues pendant les études de métagénomique à la base de CESES, à partir d'autres arthropodes. Bizarrement, on ne voit pas des blattes, on ne voit pas des scorpions et des autres arthropodes, mais on voit les diptères et les papillons et les abeilles. Donc tous les arthropodes qui ont quand même la capacité de visiter les fleurs. Ce qu'on a fait, voilà encore des fleurs pour les femmes aujourd'hui. On a collecté toutes les fleurs qu'on peut voir autour de Dielmo, et deux espèces, dont Datura metel et Hippomea pescapré, apparemment, dans la 25 et 15%, jusqu'à 30%, jusqu'à 60%, portent la bactérie Azaïa. On l'a isolé, plusieurs souches. Ils sont quasiment la même souche que les souches de 2007 que j'ai isolées à partir du moustique. Et ceux-là, les deux. Et, bien évidemment, on propose un modèle expérimental, très simple, très basique. On a l'élevage des moustiques naturellement infectés par Azaïa dans l'insectarium du Dakar. On fait nourrir les moustiques sur les fleurs stériles qui ne contiennent pas d'Azaïa. Naturellement, ils sont infectés par Azaïa, ils sont capables de transmettre, comme par l'abreuvoir, de l'infection par Azaïa jusqu'à 25% dans la population d'anopheles que nous avons installée à Azaïa Free. Donc, le cycle naturel qu'on propose, c'est le cycle de la bactérie entre les fleurs et les arthropodes nectarivores. Donc, et à la fin, je voulais vous montrer un très bel article qui me... Moi, j'ai beaucoup aimé cet article-là parce qu'il est publié en 2011, quelque chose comme ça. Donc, les auteurs de cet article, ils montrent que le sucre naturel, le sucre bio des plantes naturelles, de nectar, il protège les anophèles contre la transmission de paludisme. Ils ont trois théories quand même, comme quoi les terpènes, les productions chimiques et la diète protègent les moustiques contre paludisme, mais à mon avis, il manque quelque chose dans cet article. Plus précisément, je crois que les faits qui sont observés, c'est quand même dû à la présence et à la transmission de la bactérie du genre Azaïa. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas dépassé, non? Non. Alors, toutes les langues qui me sont proches. Спасибо. Qu'est-ce qu'il y a un rapport entre Wolbachia et... tu as montré que Wolbachia pouvait inhiber la transmission de Plasmodium. Oui, ouais. Quelle est la relation entre ça et... Ça, il y a une relation. Mais dans les populations qu'on étudie au Sénégal, le taux d'infection par Wolbachia est négligeable. C'est minime, c'est entre 3 et 4%. Donc quand on a fait l'analyse à la base de moustiques collectés dans le champ, on a essayé de comparer la présence des Plasmodium et de Wolbachia, mais la statistique ne nous a pas permis de montrer que c'est réellement. Deuxièmement, dans notre insectarium, c'est pareil, c'est environ pas plus que 5%. Donc en ce moment-là, on a fait une autre étude. On a infecté les moustiques de l'insectarium qui sont naturellement infectés par Azaïa et par Wolbachia. Azaïa environ 30%,
et Wolbachia environ 5%, sur les porteurs de gamètocytes au Sénégal. Et nous sommes en train d'analyser les résultats pour voir est-ce que la présence d'Azaïa Wolbachia protège des moustiques contre l'infection de Plasmodium. On est dedans. Et Wolbachia exprime une toxine Inconnu. Inconnu. Pour l'instant, inconnu. On sait que pour telle ou telle raison, Wolbachia et Azaïa sont aussi incompatibles. On ne peut pas avoir les Wolbachia et Azaïa en même temps dans la même bête. Pourquoi? Bon, à faire. Entre guillemets. Work in progress. La fréquence de ces bactéries qui ont un effet protecteur dans les anophèles, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou c'est quelque chose qui est assez... Mais concernant Wolbachia, c'est rare. C'est pour ça c'est un peu douteux. Cela veut dire que je ne vois pas réellement comment on peut l'employer. Donc naturellement, ça ne dépasse pas quelques pourcents. Dans le milieu de l'élevage, c'est pareil, c'est environ 5%, pas plus. Et malheureusement, cette Wolbachia-là n'a jamais été isolée, donc on ne peut pas infecter en façon artificielle. Donc, nous travaillons sur ça. Il me faut quelques moustiques infectés pour lancer la culture, pour isoler cette Wolbachia. Mais en ce moment-là, il n'y a pas de culture actinique. La culture cellulaire de cette variété de Wolbachia. Wanga. Donc il n'y a pas de séquence pour cette souche Wolbachia? Non. D'accord. Non. Pour l'instant, il y a que, si tu veux, il y a des implicons 16S et il y a les gens, ils ont fait aussi le séquençage global. Il y a quelques fragments très très fragmentaires de génome de cette Wolbachia. Donc il y a inconnu. Donc on ne sait pas si c'est une souche qui existe depuis assez longtemps et qui est dans d'autres Non. circuits? Non. Apparemment, ouais, à la base de trucs basiques pour les Wolbachia, FTZ, CZS, WSP, je crois aussi, a été séquencé. Apparemment, c'est un autre clade. Apparemment, c'est quelque chose... Bon, c'est proche au clade A, mais ce n'est pas réellement clade A. Voilà. Donc il n'y a pas eu forcément beaucoup d'interactions entre Plasmodium et... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est possible. Probablement, c'est récent. Probablement l'infection naturelle par cette souche, mais si c'est récent, on ne connaît pas d'où ça vient. En ce moment, c'est très récent. C'est très récent. Donc, au moins, pendant très longtemps, quand même, les chercheurs, les spécialistes des entomologie, ils ont cherché le Wolbachia chez les anophèles. Personne n'a pu trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu. Donc, il faut faire vraiment la PCR quasiment nichée ou très sensible, comme la PCR en temps réel, spécifique pour les groupes, pour pouvoir identifier. Il y a très peu, très bas, et d'origine inconnue, mais déjà quand même protecteur. Est-ce que tu as une idée, la présence de Wolbachia dans 20 à 70% des arthropodes, donc c'est présent, donc ça veut dire que c'est un peu constant, et ensuite le fait que quand c'est présent aussi c'est très rare. Tu sais, ça dépend de groupe. Chez les Aedes et Culex sont quasiment à 100% infectés, naturellement, en beaucoup. Les Aedes, ça dépend de population, mais les études naturelles à grande échelle en Australie ont montré qu'en libérant les moustiques naturellement infectés dans le laboratoire par Wolbachia, on arrive à remplacer la population des Aedes par la population infectée Wolbachia jusqu'à quasiment 100%. Cela veut dire que c'est variable. Il y a des populations qui n'ont pas de Wolbachia et des populations qui les ont. Mais ce qui concerne, ça c'est le Wolbachia de clade A et B qui n'ont rien à voir avec le Wolbachia d'Anophèle. C'est pas la même Wolbachia, c'est une autre bactérie. Tu sais, le problème des microbiologistes, c'est qu'on ne donne pas les noms aux Wolbachia. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison. On a Wolbachia pipientis, génétiquement très diverses, et on appelle par les clades A, B, C, et après on donne les surnoms comme ça. Wanga, c'est-à-dire Wolbachia anopheles gambiae. Comme ça. Donc c'est l'autre chose, si tu veux, un jour ça va être décrit comme une nouvelle espèce. Wolbachia, par exemple, anophelie, quelque chose comme ça. Non, c'est rien à voir. Les études ont été faites pour infecter les anophèles par Wolbachia, des drosophiles, de Culex, des Aedes, mais ça n'a pas duré. L'infection
protège contre quelque chose comme ça, mais naturellement, ça s'épuise, il n'y en a plus. C'est pour ça la découverte de Wolbachia, notre genre, notre espèce de Wolbachia, mais spécifique pour Anophèle, c'était une révolution dans l'entomologie médicale. Voilà. Si je peux me permettre, l'approche que tu as utilisée, c'est une approche comparative des microbiomes, et c'est là que tu as vu qu'Azaya était plus anges que les autres. Oui, Voilà. ouais. C'était pas que Azaya, j'ai montré Azaya, il y avait quelques autres. Hein. Et les autres, tu sais Si, il y a je crois que... mais on avait quelque chose, quelques bactéries, on dit environnementales, un type, je crois... Est-ce qu'elles seraient protectrices aussi? C'est la question. Probablement. Probablement. Ça, c'est à chercher, à continuer. Voilà. Pourquoi j'ai attrapé, entre guillemets, Azaya? Parce que j'ai déjà isolé par hasard cette souche-là, et donc je le trouve aussi comme dans notre population comme facteur protectrice. Donc je dis, bon, je continue ici. Après... S'il n'y a pas Zaya, ouais, s'il n'y a pas Zaya, quel autre? ouais. Et dernière question, pour le Wolbachia, moi je voyais comme une bactérie intracytoplasmique. Ouais. C'est toujours là, c'est pas les intracytoplasmiques. C'est Wolbachia? Si, Ouais. c'est toujours. Ça peut être transmis, comment ça fait? C'est quoi le cycle alors? Normalement, Wolbachia ne sort pas à l'intérieur. Voilà. Elle est transmise normalement par la génération, de merde pour les filles, que comme ça. Après, en façon artificielle, on peut l'infecter, bien sûr. Même si on fait entre guillemets le bouillon de Wolbachia, même à partir de arthropodes, et on donne, soit on injecte directement, ça s'infecte. Ce sont les bactéries qui sont capables d'infecter les cellules. Donc elles ne sont pas tellement dégradées encore, hein, elles sont capables d'infecter les cellules. C'est pour ça on a quelques souches de Wolbachia isolées sur les cellules qui n'ont rien à voir avec leur origine. Sur les cellules de drosophiles, je cultive les Wolbachia des punaises. C'est ça qui m'étonne. Ouais. Ils sont quand même pas encore pas si dégradés que les autres. Et ça, c'est un avantage. Voilà. Merci. Ouais. Merci.